Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur, et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires de terreur autour de Starbucks. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors dites-le moi en commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Je me présente, je m'appelle Elena, une femme de 28 ans, qui travaille dans le secteur financier. Pendant mes années de lycée, je reconnais que j'étais plutôt sociable. Mais la vie adulte m'a peu à peu recentré. Il y a environ 6 mois, une notification Facebook m'a prise par surprise. Un message provenant d'une certaine Clara affirmait que nous avions partagé des cours au secondaire, mais sincèrement, ni son nom ni son visage ne m'évoquaient quoi que ce soit. Pour ne pas paraître impoli, je lui ai répondu de manière vague. Une conversation sporadique s'est alors engagée. Elle ressortait des anecdotes scolaires qui, pour moi, étaient floues, des fragments d'un passé que je n'arrivais pas à reconstituer. Malgré mon amnésie sélective à son sujet, son ton était amical. Nos échanges virtuels ont duré près de 10 jours. J'admets que j'aurais pu couper court à la conversation, mais une étrange curiosité, ou peut-être un certain malaise, m'en empêchait. C'est alors qu'elle a proposé que l'on se voie en personne. Elle a suggéré le Starbucks près de mon bureau, un lieu pour rattraper le temps perdu. Ma première réaction a été de m'excuser, prétextant une charge de travail trop importante, mais Clara a insisté avec une ténacité désarmante. J'ai fini par céder, et nous avons convenu de nous retrouver le samedi après-midi. Le jour venu, je me suis rendu au rendez-vous. Je l'ai trouvée m'attendant dans le café. Je ne l'ai reconnue que grâce aux photos de son profil Facebook. À ma vue, elle s'est levée d'un bond et m'a enlacé avec une effusion, comme si nous étions de vieilles amies séparées depuis toujours. Elle a même deviné ma boisson favorite, un moka blanc glacé, un détail qui m'a surprise et troublée. Nous avons passé près d'1 heure à discuter en sirotant nos cafés. Clara a déversé un flot de souvenirs du lycée, mentionnant des noms de camarades que j'arrivais à peine à situer dans ma mémoire. À chaque anecdote, mon sentiment de culpabilité grandissait. Je me sentais comme une imposture pour ne pas lui avouer mon absence totale de souvenirs à son sujet. Je voulais être honnête, lui dire que je n'avais pas la moindre idée de qui elle était, mais je sentais que le bon moment était passé. Nous étions sur le point de nous dire au revoir quand l'expression de Clara changea brutalement. Son sourire s'effaça. J'attendais un commentaire banal sur de vieux amis, peut-être sur un garçon nommé Marco, que je me rappelais vaguement de cette époque. Mais lorsque j'ai prononcé son nom en lui demandant ce qu'il devenait, sa réaction fut violente et inattendue. Qu'est-il devenu, Marco ? Ai-je demandé presque par réflexe, et ce fut une erreur monumentale. Elle s'est brusquement tournée vers moi et m'a giflé violemment. Je suis resté paralysé, choqué, la joue en feu. Ne t'avise jamais de plaisanter à son sujet, a-t-elle sifflé avec une intensité glaciale. Il est toujours au fond du puits. Ces mots m'ont laissé sans voix. Que voulait-elle dire par « au fond du puits » ? Était-ce une métaphore macabre pour dire qu'il était mort ? Ou bien parlait-elle littéralement d'un crime, d'un corps caché ? L'atmosphère est devenue irrespirable. Je n'ai pu que balbutier une excuse. J'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité, même si elle était tardive et douloureuse. « Clara, je suis désolé, mais je ne sais pas qui est Marco. Et pour être honnête, je ne me souviens pas de toi non plus. » Une honte profonde m'a envahi, mais je pensais lui devoir cette sincérité. Clara est restée silencieuse pendant ce qui m'a paru une éternité, les yeux fixés sur moi perçants. « Je ne te crois pas », y a-t-elle affirmé avec une certitude qui m'a donné l'impression d'être accusé de cacher quelque chose d'horrible. La tension était palpable. Je lui ai proposé qu'on s'asseye pour clarifier les choses, mais elle a catégoriquement refusé. « Je dois y aller ?» a-t-elle lâché sèchement avant de s'enfuir du Starbucks sans un mot de plus. Je suis rentré chez moi confuse et profondément troublé. En consultant Facebook, j'ai découvert que le profil de Clara avait complètement disparu. Une part de moi s'est sentie soulagée, croyant que cet épisode étrange était enfin clos. Mais l'image de Clara et ses paroles énigmatiques à propos de Marco me hantaient. J'ai contacté d'anciens camarades de classe.
mais aucun ne semblait connaître de Clara. Une semaine plus tard, la curiosité m'a ramené au même Starbucks. J'ai commandé mon moka blanc habituel et cherché un coin tranquille. Alors que je consultais mes mails sur mon téléphone, mon regard s'est posé sur un objet abandonné sur la table voisine. Un livre m'a semblé étrangement familier. En le prenant, mon cœur a fait un bond. C'était mon annuaire de fin d'année du lycée. Au début, j'ai pensé à une coïncidence étrange, surtout que mon lycée se trouvait dans une autre ville. Mais le souvenir de Clara et son comportement incohérent m'a poussé à relier les points. Il fallait que ce soit elle qui l'ait laissé là. J'ai commencé à le feuilleter frénétiquement à la recherche d'une photo, d'un nom, Clara. Je n'ai trouvé personne de ce nom. En revanche, j'ai trouvé Marco. Mes souvenirs à son sujet étaient vagues. Quelques rencontres lors de soirées, peut-être un flirt fugace, rien de marquant. Poussé par un élan irrépressible, j'ai cherché son nom complet sur Internet. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Un vieil article de presse relatait sa disparition peu après notre remise de diplôme. Aucune mise à jour n'avait suivi. On aurait dit qu'on ne l'avait jamais retrouvée. Comment avais-je pu oublier quelque chose d'aussi grave? Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai reposé l'annuaire sur la table comme s'il brûlait et j'ai fui le café. Ce soir-là, j'ai appelé une ancienne amie du lycée pour lui poser des questions sur Marco. Elle non plus ne se souvenait pas de Clara, mais elle se rappelait de Marco. Elle m'a rafraîchi. La mémoire au sujet d'une fête particulièrement débridée dans une vieille maison de campagne. Une nuit où Marco et moi avions eu une violente dispute, soudain, des fragments de souvenirs refoulés ont refait surface. Nous étions très ivres. Marco avait fait un commentaire désagréable. Je m'étais éclipsée, furieuse. Il avait tenté de s'excuser, et là, ma mémoire s'arrêtait net. Que s'était-il passé ensuite? La phrase de Clara résonnait dans ma tête. Je l'ai poussée dans un puits. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de connaître la vérité. Je prévoyais de retourner dans ma ville natale pour les vacances d'été, mais l'urgence me dévorait. J'ai décidé d'avancer mon voyage. J'ai pris la route un week-end, surprenant mes parents sous prétexte d'une visite imprévue. Après un déjeuner en famille, je me suis éclipsé vers l'ancienne propriété abandonnée. Un théâtre de tant de fêtes adolescentes, j'ai arpenté le terrain en friche, à la recherche du moindre indice d'un puits. Finalement, caché derrière un épais rideau de broussailles, je l'ai trouvé. Je me suis penché, mais l'obscurité en son sein était impénétrable. J'ai cru entendre un bruit derrière moi. Je me suis retourné, le cœur affolé. Mais il n'y avait personne. De retour au village, j'ai trouvé l'une des rares cabines téléphoniques encore en service. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de la police. J'ai passé un appel anonyme, signalant la possible présence de quelque chose dans le puits de l'ancienne propriété, sans donner de détails ni révéler mon identité. Puis je suis retourné chez mes parents, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, les informations locales ont rapporté la découverte de restes humains sur le terrain signalé, appartenant à une personne disparue depuis plusieurs années. Aucun nom n'a été mentionné, mais je savais, avec une certitude glaçante, qu'il s'agissait de Marco. La police ne m'a jamais contacté. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, de retour dans mon appartement, cette expérience me hante. L'identité de Clara reste un mystère. Son lien avec Marco et avec moi, une énigme terrifiante. J'essaie de me convaincre que je n'ai rien à voir avec sa mort. Mais un doute noir et persistant refuse de me quitter. Il était environ 1h30 du matin. Mon service au Starbucks, où je travaillais depuis environ 6 mois, touchait à sa fin. La fatigue s'accumulait alors que j'éteignais les lumières, une à une, plongeant le lieu dans la pénombre. Juste au moment où je prenais mon sac sur le comptoir, prêt à partir, mon cœur fit un bond. Un homme grand et mince, la tête couverte d'une casquette de baseball, se tenait dans le café, près de l'entrée. Je suis resté figé. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, ni aucun bruit signalant sa présence. Son visage restait dans l'ombre, une simple silhouette sombre se découpant sur la lumière extérieure. La panique menaçait de m'immobiliser, mais l'instinct de survie m'a poussé à agir. J'ai rallumé la lumière au-dessus du comptoir. « Excusez-moi, nous sommes fermés », ai-je dit.
tentant de garder une voix ferme, même si la peur me serrait la gorge. L'homme s'est gratté une barbe naissante et a esquissé un sourire qui ne monta jamais jusqu'à ses yeux. Sa voix était un mélange étrange de fausse amabilité, d'irritation contenue et d'un soupçon de nervosité. « Je m'appelle Javier », se présenta-t-il expliquant, dans le bourdonnement résiduel de la machine à café, que le gérant, M. Rojas, l'avait envoyé pour vérifier une des machines. Je me souvenais en effet que M. Rojas avait mentionné un problème avec la seconde cafetière ce jour-là, donc son histoire semblait plausible. Pourtant, une alarme mentale s'est déclenchée. Les films d'horreur m'avaient appris que les visites de techniciens à des heures indues n'annonçaient jamais rien de bon. L'anxiété m'a à nouveau envahi. J'ai décidé de prendre une précaution. J'allais appeler M. Rojas pour vérifier. J'ai composé son numéro. « Bonjour, Monsieur Rojas, c'est Sophia. Juste une petite vérification. Avez-vous envoyé un technicien nommé Javier pour vérifier la machine ?» Élie eut une brève pause à l'autre bout de la ligne. « Oui, Sophia, bien sûr. Je lui ai dit de passer après la fermeture, » confirma M. Rojas. Un soupir de soulagement. Il s'échappa de mes lèvres et la tension dans mes épaules se relâcha légèrement. Mais quelque chose dans le sourire figé de l'homme, dans son regard, continuait de m'inquiéter. C'est peut-être juste mon instinct qui me joue des tours, me suis-je dit, tentant d'apaiser mes nerfs. Pendant que Javier se mettait à travailler sur la machine défectueuse, je me suis assise sur une chaise à proximité, me sentant étrangement vulnérable et mal à l'aise dans mon propre lieu de travail. J'ai tenté de me distraire en regardant des vidéos sur mon téléphone, mais j'étais consciente de ces regards furtifs dans ma direction, ce qui ne faisait qu'amplifier mon malaise. Finalement, incapable de supporter plus longtemps son attention silencieuse, je lui ai demandé « Vous avez besoin d'aide pour quelque chose ?» « Non, tout est en ordre », répondit-il avec un sourire qui me sembla alors forcé. Il fit une remarque banale, censée être drôle, et je forçai un rire, commençant à douter de ma propre paranoïa. C'était peut-être juste un type un peu étrange. Mais ce sentiment d'inquiétude, lui, ne voulait pas me quitter. Quelques minutes plus tard, je reposai la question. « Vous pensez en avoir encore pour longtemps ?» Sa réaction me glaça le sang. Il laissa tomber les outils qu'il tenait en main et se retourna lentement vers moi, avec une lenteur délibérée qui me hérissa la peau. La lumière du comptoir éclaira pleinement son visage. Il ne souriait plus. Son expression était glaciale, et je remarquai un tic nerveux à son œil gauche. Il me fixait avec une intensité presque accusatrice, comme si mon envie de partir représentait une offense personnelle. « Ange, pourquoi tant de hâte ? Je croyais que tu aimais ma compagnie, » dit-il, et le ton de sa voix envoya un frisson violent le long de ma colonne vertébrale. Sa question était chargée d'un sous-texte menaçant. « Je suis juste fatigué. »« Il se fait tard, » répondis-je, essayant de paraître détaché, accompagnant mes mots d'un rire nerveux qui sonnait faux, même à mes propres oreilles. Il retourna à sa tâche, marmonnant quelque chose à propos des dangers qui guettaient une femme seule à une heure pareille. Ce commentaire raviva instantanément ma peur. Les mains tremblantes, je pris une décision risquée. Discrètement, je pris une photo de lui avec mon téléphone et l'envoyai à M. Rojas. J'ajoutai un message. « Peux-tu l'appeler et lui dire de revenir demain ? Ce type me donne vraiment une très mauvaise impression. Il est bizarre. » La réponse de M. Rojas ne se fit pas attendre. La notification sur mon écran fit courir un frisson glacé le long de mon dos. Le message disait « Sophia, ce n'est pas Javier. La technicienne que j'ai envoyée, c'est ma nièce, Monica. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Sa nièce. Je restais absolument pétrifié sur ma chaise, le terrorisme s'emparant de moi. Un instinct primaire hurlait de fuir, mais ma raison me rappelait qu'il était sûrement plus rapide et qu'il pourrait m'attraper avant que j'atteigne la porte. Mon premier réflexe ne fut pas d'appeler le 911 immédiatement, de peur de l'alerter et de provoquer une réaction violente. Tremblant de manière incontrôlable, je répondis à M. Rojas par 2 mots urgents « Appelle le 911 ». Je vis qu'il avait lu le message, et je sus que l'aide était en route. Il ne me restait plus qu'à gagner du temps. Rester en vie jusqu'à l'arrivée de la police. L'attente me parut une éternité. « C'est ton copain ?»
demanda l'imposteur, toujours de dos, feignant de rester concentré sur la machine. Je pris une grande inspiration, tentant de projeter un calme factice. Oui, mon fiancé s'inquiète si je rentre tard à la maison. » Il esquissa un autre sourire dérangeant. « Oh, c'est vraiment attentionné de sa part. Je suis content pour toi. » Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant un moyen de le distraire, de normaliser la situation. Et comment connais-tu, monsieur Rojas ?» demandai-je, tâchant de maintenir une conversation anodine. « Oh, je ne le connais pas directement. Je connais sa nièce, Monica. On est sortis ensemble un moment. » révéla-t-il. « Ah, je vois. C'est bien que vous ayez pu rester en bons termes après la rupture. » commentai-je, sentant l'artificialité de mes propres mots. À cet instant, il se retourna de nouveau vers moi. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, maniaque, qui me fit reculer instinctivement sur ma chaise. Il jouait avec une pince coupante dans sa main, la regardant comme s'il s'agissait d'un objet fascinant. Soudain, la pince glissa de ses doigts et tomba au sol dans un bruit métallique. Il resta immobile une seconde, puis leva lentement la main vers son visage. C'est alors que l'horreur me frappa de plein fouet. L'extrémité de son index était sectionnée, et le sang commençait à couler abondamment. Mais le plus terrifiant fut sa réaction. Aucune. Il sourit calmement, porta son doigt blessé à la bouche et commença à sucer le sang comme s'il s'agissait d'un bonbon. J'étais pétrifié, mon esprit incapable de traiter la scène macabre. « Tu as besoin d'aide ? Un hôpital ? Tu veux que j'appelle les urgences ?» parvins-je à crier, même si ma voix était étranglée. Il m'adressa un autre sourire, cette fois révélant des dents tachées de rouge. « Je crois que c'est déjà fait, » dit-il à voix basse. Mon cœur fit un bond douloureux. Il ramassa la pince coupante sans me quitter des yeux. Ma respiration était saccadée et je me recroquevillais sur ma chaise, me préparant au pire. Il allait m'attaquer. Mais au lieu de cela, il se dirigea lentement vers la porte principale. Il l'ouvrit et juste avant de sortir, il se retourna pour me lancer un dernier regard. « Dis à Rojas que j'aimerais toujours Monica. » Il le dit avec un calme glaçant. « Ah, et tu devrais commencer à penser à acheter une nouvelle machine à café. » Et sur ces mots, il disparut dans l'obscurité de la nuit pluvieuse. Peu après, M. Rojas arriva accompagné de plusieurs agents de police. J'étais en état de choc, incapable d'articuler un mot au début. Les officiers retrouvèrent la phalange, sectionnée du doigt, près de la machine à café détruite. Mon fiancé vint me chercher. Plus tard, au commissariat, je réussis à raconter l'effroyable expérience. M. Rojas, déjà plus calme, expliqua que sa nièce, Monica, avait obtenu une ordonnance d'éloignement contre son ex-petit, ami la semaine précédente. Apparemment, cet homme l'avait harcelée de manière obsessionnelle et violente depuis leur rupture. Il ne me sembla pas surprenant que l'individu se faisant passer pour Javier ait été ce même ex dérangé. Je remerciai intérieurement le ciel de ne pas être moi l'objet de son obsession. Je m'appelle Valeria, et je me trouvais en plein centre-ville lorsqu'une averse torrentielle éclata soudainement. Sans parapluie ni veste, je cherchais refuge dans le Starbucks le plus proche. En attendant que la tempête se calme, le café était bondé. Des dizaines de personnes avaient eu la même idée. Je me frayais un chemin à travers la foule jusqu'au comptoir. C'est alors que je la vis, ma tante Isabelle, assise seule à une table dans un coin. J'étais sur le point de m'approcher pour la saluer lorsque un jeune homme sortit des toilettes et s'installa à ses côtés, bien trop près pour que ce soit anodin. Il était séduisant, nettement plus jeune qu'elle. Et surtout, ce n'était pas mon oncle Ricardo. Je restais figé, tentant de comprendre ce que je voyais, submergé par un mélange de surprise et de malaise. J'observais Isabelle se pencher vers lui pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, avec une familiarité qui me retourna l'estomac. Le soupçon se confirma dans mon esprit. Ma tante trompait mon oncle. Alors que j'hésitais entre intervenir ou partir discrètement, Isabelle leva les yeux. Et elle me vit. Elle se leva brusquement et vint vers moi, affichant une attitude exagérément joviale et détendue, comme si elle n'avait pas été surprise dans une situation des plus compromettantes. Elle me demanda comment j'allais, ce que je faisais là, mais avant que je puisse formuler une réponse cohérente, elle proposa de m'offrir un café. Mon seul désir était de m'enfuir, mais elle me saisit le bras avec une fermeté inattendue et m'emmena jusqu'au comptoir. Je commandai un latte profondément mal à l'aise,
tandis qu'elle payait avec une aisance déconcertante. Je ne savais pas quoi dire, comment me comporter. Finalement, j'optai pour une échappatoire rapide. Merci pour le café. Tata, mais je crois que tu devrais retourner auprès de ton amie. Isabelle me fixa cherchant mon regard. Elle me prit par les épaules, et sa voix se fit grave, presque pressante. Ce qui me désarçonna. Tu ne vas rien dire à ce sujet. N'est-ce pas, Valéria? J'assurai que non, mais son regard trahissait un doute persistant. Elle me donna une étreinte brève et tendue. « Prends bien soin de toi », murmura-t-elle avant de retourner à sa table. Je la vis se pencher de nouveau vers le garçon, dont j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Daniel, et lui glisser quelque chose à l'oreille. Il leva les yeux vers moi et m'adressa un regard vide, sans la moindre expression, qui me glaça le sang. Je pris mon latte et quittai le Starbucks à toute vitesse. Peu m'importait que la pluie continue de tomber avec violence. J'avais besoin de fuir cette atmosphère lourde, pleine de mensonges et de tensions. Je courus le long du trottoir, détrempé, à la recherche d'un autre abri, mais la plupart des bâtiments étaient des bureaux fermés. Je tournai un coin et me retrouvai dans une ruelle étroite sans issue apparente. Juste au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour, une main m'attrapa brusquement dans le dos, m'arrachant un cri étouffé. Je me retournai et me retrouvai face à face avec Daniel. Dans la pénombre de la ruelle et sous la pluie, il paraissait bien plus grand et menaçant qu'à l'intérieur du café. « Salut !» dit-il d'un ton à la fois doucereux et inquiétant qui le contrastait avec son apparence attirante. « Que faut-il pour que tu oublies ce que tu as vu là-dedans ?» Je regardais autour de moi avec désespoir. La ruelle était déserte. Il n'y avait que lui et moi, sous le rideau de pluie. « Rien », répondis-je, tentant de maîtriser le tremblement dans ma voix. « Je n'ai rien vu d'important. » « Je ne dirai rien. Je te le promets. » Il esquissa un sourire qui n'inspirait aucune confiance. « Ce n'est pas ce qu'Isabelle pense. » répliqua-t-il à voix basse. Cette phrase me fit reculer instinctivement. Je le suppliai de me laisser tranquille, affirmant que je ne voulais aucun problème. C'est à ce moment qu'il glissa la main dans la poche de sa veste. Un instant fugace, j'imaginais qu'il allait sortir de l'argent. Tenté de m'acheter, mais ce qui apparut fut l'éclat métallique d'un couteau pliant. Il la tint devant lui, s'assurant que je vois bien la lame aiguisée et menaçante. « Item, Isabelle et moi avons quelque chose de spécial, » dit-il, sa voix désormais dépourvue de toute bienveillance. « Et je ne vais pas laisser une gamine comme toi tout gâcher. » Avant même que je puisse assimiler ses paroles ou réagir, il se jeta sur moi. Je ressentis une douleur vive et brûlante sur le flanc. Lorsque la lame trancha mes vêtements et ma peau, il me projeta violemment contre le mur de briques détrempées. Ma tête heurta la surface dure. Le choc me laissa étourdi, la douleur de la plaie se mêlant à celle de l'impact crânien et au froid mordant de la pluie. Il me repoussa une seconde fois, et l'arrière de mon crâne cogna de nouveau contre le mur. Il m'immobilisa contre les briques, rapprochant la lame froide et humide de ma gorge. « Me dis, je ne peux pas prendre le risque que tu parles, » murmura-t-il, les yeux plantés dans les miens, avec une détermination terrifiante. Dans un élan de pure désespérance, je rassemblai toute ma force et lui assénai un coup de genou bien placé à l'aine. Il poussa un grognement de douleur, se plia en avant et relâcha un peu sa prise. J'en profitai immédiatement, me libérai et m'élançai vers la sortie de la ruelle, le cœur battant à tout rompre. Je débouchai de nouveau sur la rue principale, trempé, blessé, terrorisé. Et là, je tombais nez à nez avec ma tante Isabelle, qui semblait m'attendre. Mais elle ne me regardait pas. Son regard était fixé, horrifié sur Daniel, qui boitait en sortant de la ruelle derrière moi. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» lui cria-t-elle, la voix remplie de panique et d'incrédulité. « C'est ma nièce !» Elle tendit la main vers lui. « Donne-moi ce couteau tout de suite. » Un instant, j'osais espérer. C'était ma tante, ma famille. Elle n'allait pas permettre qu'on me fasse du mal. Ne sais pas. Je me décalai légèrement, observant leur interaction, retenant mon souffle. L'homme murmura quelque chose d'inaudible et, à mon horreur absolue, il tendit la lame à Isabelle. « Merci », dit-elle, sa voix devenue glaciale et calculatrice. Elle regarda la lame ensanglantée durant ce qui me sembla une éternité. Puis elle ajouta presque comme une réflexion « Tu as raison, tu ne peux pas tuer ma nièce. » Elle se tourna lentement vers moi.
tenant le couteau avec une fermeté qui me glaça le sang. Un frisson de terreur pure me parcourut de la tête aux pieds. Je n'arrivais pas à y croire. Elle était prête à me faire taire pour protéger son secret, sa liaison. « Tata, tu ne peux pas me faire ça !» suppliai-je, sentant l'étau de la désespérance m'étrangler. « Je suis vraiment désolé, ma chérie, » répondit-elle, son visage fermé, vidé de toute trace d'affection familiale. « Mais Ricardo ne peut pas savoir. Il ne doit pas. » « Tu comprends. » Et alors, d'un geste vif et décidé, elle lança un coup de couteau vers moi. Dans un réflexe de survie, je me jetai sur le côté et en même temps, poussai Daniel, toujours blessé, qui se trouvait encore tout près. Isabelle, incapable d'arrêter son élan, planta profondément la lame dans le ventre de son amant. Il s'effondra à genoux, un râle étranglé s'échappant de ses lèvres, tandis que le sang jaillissait de la blessure. Isabelle poussa un cri d'horreur en voyant la lame enfoncée dans le corps de l'homme. Elle agrippa le manche. Il la supplia, d'une voix à peine audible, de ne pas la retirer. Mais elle, dans un élan de panique ou de cruauté, tira brutalement. Il rendit son dernier souffle et s'écroula, inerte, sur le pavé mouillé. Isabelle me regarda alors, ses yeux emplis d'un mélange de panique et de haine pure. Je profitai de sa brève distraction et courus en direction du Starbucks, consciente que j'avais besoin d'aide au plus vite. Depuis la sécurité relative du café, j'appelai la police. Ils arrivèrent rapidement et retrouvèrent le corps dans la ruelle. Mais ma tante Isabelle s'était volatilisée. Ils ne l'ont jamais retrouvée, et je doute qu'ils le fassent un jour. Je m'appelle Laura, et cet événement terrifiant s'est produit il y a quelques années, pendant mes études universitaires. C'était la redoutée semaine des examens finaux, juste à la fin de l'année académique. La pression était immense. J'avais une montagne de notes et de livres à réviser pour me préparer. Il y avait un Starbucks, idéalement situé entre le campus et l'appartement, que je partageais avec ma colocataire. J'avais l'habitude de m'y rendre pour étudier. L'ambiance paisible m'aidait à me concentrer bien mieux que dans notre appartement bruyant, et une dose de caféine était toujours la bienvenue pour maintenir ma concentration. Ce jour-là, j'arrivais au Starbucks un peu plus tard que d'habitude, en pleine fin de matinée. Le café était relativement calme, l'heure de pointe matinale étant déjà passée. Quelques personnes tapaient sur leurs ordinateurs portables ou lisaient, plongés dans leur propre monde. J'avais moi aussi mon ordinateur, accompagné d'une pile de notes et de manuels. Je choisis une table, déployai mon matériel, puis allai commander ma boisson énergisante. Je me plongeais dans mes révisions, passant en revue des concepts et mémorisant des données pour les examens imminents. 1 heure passa, peut-être 2. J'étais complètement absorbé par mes tâches, coupé du monde autour de moi. C'est alors que, de façon totalement inattendue, un homme apparut à côté de ma table. Il était grand, mince, avec un regard intense et des cernes profondes. Il semblait bien plus âgé que moi. Il me salua brièvement, se plaçant de l'autre côté de la table. Il me demanda ce que je faisais, et je lui expliquai que j'étudiais pour mes examens finaux. Aussitôt après, il me proposa de m'offrir une autre boisson. Je le remerciai poliment, mais fermement, refusant son offre. Je désignai le gobelet presque vide posé devant moi. « Tu l'as déjà fini ?» observa-t-il. C'était vrai, mais le gobelet était opaque. Je fus surprise qu'il puisse l'affirmer avec tant d'assurance. Je répétais que je ne voulais pas d'autre boisson, que cela suffisait ainsi. L'homme resta debout là encore quelques secondes, dans un silence pesant, puis se retourna et s'éloigna. Je reportai mon attention sur l'écran de mon ordinateur, mais la curiosité me poussa à lever les yeux quelques instants plus tard pour voir où il était allé. Je le repérai assis à une table dans le coin opposé du café, à une distance raisonnable, mais directement dans mon champ de vision. Aussitôt assis, ses yeux se braquèrent dans ma direction. Je détournai rapidement le regard vers mon travail. À partir de ce moment-là, chaque fois que je levais discrètement les yeux, je le trouvais en train de m'observer. La situation devint franchement gênante, au point de perturber ma concentration. Je décidai qu'il était temps de partir. J'avais déjà bien avancé dans mes révisions, alors je rangeai mes affaires. Je quittai le Starbucks et me dirigeai vers mon appartement. Je n'avais plus de cours pour la journée. Alors je comptais passer le reste de la journée à étudier chez moi. Ma colocataire rentra plus tard dans la soirée, et je continuai à réviser dans ma chambre.
J'avais un examen important le lendemain matin et un autre le jour suivant. Vers 10h30 du soir, je décidai que cela suffisait pour aujourd'hui et je me préparais à aller dormir. Juste au moment où j'étais sur le point de me glisser sous les draps, nous entendîmes frapper à la porte principale de l'appartement. Je pensais que c'était sans doute quelqu'un pour ma colocataire. Il arrivait que des amis à elle passent à l'improviste. Je n'y prêtais pas attention, jusqu'à ce que ma colocataire s'approche de ma porte avec un air de perplexité. Elle me demanda si j'attendais quelqu'un. Je ne répondis pas tout de suite. Elle me dit qu'un homme attendait dehors. Nous nous rendîmes discrètement ensemble vers l'entrée qui donnait sur la cuisine. Je regardai par le judas donnant sur le couloir de l'immeuble, et un frisson me parcourut l'échine. C'était le même homme que celui du Starbucks. Je reculai brusquement. Ma coloc me demanda qui c'était, et je lui racontai rapidement l'échange étrange du matin. Nous n'avions aucune idée de comment il avait pu découvrir où nous vivions. Nous décidâmes de ne pas ouvrir la porte. Il frappa encore plusieurs fois, de façon insistante. Il resta là, à l'extérieur, pendant environ 10 longues minutes qui me parurent une éternité. Avant de finalement partir, je me mis au lit le cœur serré, mais heureusement, il ne revint pas cette nuit-là. Le lendemain matin, je passai mon premier examen et revins à l'appartement pour continuer mes révisions pour le suivant. Cette fois, j'étais seul à la maison. Ma colocataire avait cours. Vers 5h15 de l'après-midi, on frappa de nouveau à la porte. Un mauvais pressentiment m'envahit, alors que je m'approchais du judas. C'était encore lui. Cette fois, ses coups étaient plus forts, plus rapides, plus insistants que la veille au soir. Il semblait savoir que j'étais à l'intérieur, et sa frustration était palpable face à mon silence. Puis il tenta de tourner la poignée de la porte. Elle était verrouillée, mais son geste me terrifia. Et s'il tentait de forcer l'entrée? Je téléphonai immédiatement à ma colocataire, paniquée, pour l'avertir que l'homme était revenu. Elle était en route pour rentrer, et je ne voulais pas qu'elle tombe nez avec lui dans le couloir. L'homme cessa de frapper mais ne partit pas. Il resta simplement là, debout, face à notre porte, en silence, pendant un laps de temps qui me parut interminable. Je continuai à surveiller par le judas, espérant avec anxiété qu'il disparaisse. Après au moins 10 autres minutes d'attente angoissante, il partit enfin. J'avertis ma colocataire qu'il n'était plus là, et elle arriva peu après. Aucune de nous deux ne se sentait en sécurité dans notre propre appartement. Heureusement, nous avions des amis qui possédaient une maison près du campus. Nous décidâmes d'y passer la nuit. Ils avaient largement assez de place, et nous étions toutes les deux bien trop effrayées pour risquer que l'homme revienne. Durant notre séjour chez nos amis, le harceleur ne réapparut pas. Il ne me restait plus que 2 jours de cours et d'examen à l'université, alors je décidai de rester chez eux jusqu'à la fin. L'idée de retourner dans notre appartement me remplissait d'angoisse. Mes parents vinrent m'aider à rassembler mes affaires et à déménager officiellement une fois mes examens terminés. Je suis convaincu que cet homme est probablement revenu me chercher, mais au moins, il n'a jamais réussi à entrer. Je ne comprends toujours pas comment il a découvert notre adresse. La seule explication logique, c'est qu'il m'ait suivi depuis le Starbucks, jusqu'à chez moi ce premier jour. Une idée profondément troublante. Heureusement, je ne l'ai jamais revu. La pluie frappait avec violence les vitres du Starbucks, un martèlement constant et furieux qui semblait vouloir briser le verre. À l'intérieur, la seule source de lumière venait des lampes de secours, baignant le lieu d'une lueur pâle et fantomatique, digne d'un film d'horreur. Mon service touchait à sa fin, tardant la nuit. J'étais épuisé en nettoyant les surfaces et en comptant la caisse, rêvant de rentrer chez moi. C'est à ce moment-là qu'il apparut. Un homme surgit de l'obscurité extérieure, frappant la porte vitrée avec une urgence désespérée. Il se présenta sous le nom de Victor, son visage blême et crispé par l'angoisse sous le déluge. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille à l'intérieur. » cria-t-il. Sa voix était étouffée par le verre et le fracas de la tempête. Un frisson instinctif me traversa. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité étrange qui mit tous mes sens en alerte. Mais l'idée de le laisser dehors, trempé sous ce torrent, me fit hésiter. Je commis une grave erreur. Dès l'instant où je tournai la clé et ouvris la porte, je sus que j'avais pris une décision catastrophique.
Il se glissa à l'intérieur d'un mouvement rapide, laissant derrière lui une traînée d'eau sur le sol immaculé. Ses yeux, nerveux, se tournèrent aussitôt vers les caméras de surveillance, les scrutant avec insistance. Un cri silencieux au fond de moi me hurlait de fuir, de courir, mais je m'obligeais à garder une apparence calme. « Où pensez-vous avoir pu la laisser ?» demandai-je, la voix légèrement tremblante malgré mes efforts. « Je m'appelle Anna, au fait. » « Par là, sur l'une des tables, » répondit-il en désignant vaguement la zone des clients, mais ses yeux restaient fixés sur les éventuelles issues de secours, non sur l'endroit qu'il indiquait. Un mauvais pressentiment me poussa à essayer discrètement la porte arrière, réservée aux employés. Elle était fermée avec une chaîne et un cadenas de l'extérieur. Mon cœur se serra. J'étais piégé. « Tu cherchais ça ?» La voix de Victor retentit derrière moi. Je me retournai et le vis tenant mon téléphone portable. Un sourire tordu, presque prédateur, se dessina sur ses lèvres. Il lança le téléphone sur le comptoir avec un geste méprisant et me fixa, une lueur malveillante dans le regard. « On va jouer à un jeu, Anna, » dit-il avec un calme terrifiant. « À cache-cache. Je te donne 20 secondes pour trouver une bonne cachette. » Je n'eus pas besoin d'en entendre plus. La panique s'empara de moi et je pris la fuite. Mes baskets glissant dangereusement sur les carreaux humides. Je me tapis derrière le comptoir, le cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende. « Prête ou non, j'arrive » chantonna-t-il, sa voix résonnant lugubrement dans le café désormais silencieux et désert. J'entendis ses pas, lents, méthodiques, se rapprocher. Puis le son glaçant d'un objet métallique raclant la surface du comptoir, de plus en plus près de ma cachette. Un couteau probablement. Le crissement me fit sursauter et je me mordis la lèvre avec force pour ne pas crier. Après quelques secondes de tension insupportable, le silence retomba. Il était parti. C'était un piège. Je me risquais à jeter un œil par une fente entre les caisses enregistreuses. Je ne le voyais nulle part. Je savais que je ne pouvais pas rester là. Il fallait que je bouge, que je trouve une sortie, une arme improvisée, n'importe quoi. Mon objectif, c'était les toilettes du personnel. Je me souvenais avoir vu un vieux téléphone fixe sous le lavabo. Peut-être fonctionnait-il encore. Je me glissais jusqu'à lui avec précaution, retenant mon souffle à chaque pas, les jambes tremblantes de peur. J'étendis la main, tremblante, vers la poignée de la porte des toilettes et me figeai juste derrière moi. Reflété dans le miroir de la paroi opposée, se tenait Victor. Son visage reflétait un sourire triomphant et cruel. « Pouh !» murmura-t-il près de mon oreille. Je poussai un cri aigu et, dans un réflexe instinctif, je levai le plateau en métal que j'avais saisi machinalement sur le comptoir et le plaçai entre nous, frappant son bras de toutes mes forces. Le couteau qu'il tenait tomba au sol dans un fracas métallique. Je ne réfléchis pas une seconde de plus. Je m'élançai vers la réserve à l'arrière, courant pour sauver ma vie, sentant mes poumons me brûler. La seule option apparente était le congélateur industriel. J'ouvris violemment la lourde porte et me glissai à l'intérieur, me réfugiant derrière de hautes piles de cartons de lait congelés. Le froid était intense, mordant, mais la terreur que je ressentais l'éclipsait totalement. Je retins mon souffle, m'efforçant de ne produire aucun son, tandis que j'entendais ses pas se rapprocher de la porte de la réserve. La voix de Victor rompit le silence tendu. Moqueuse et sadique. « Tu te crois maligne, hein ?» dit-il de l'autre côté de la porte du congélateur. Planqué là-dedans, tremblant comme une petite souris apeurée. La poignée de la porte du congélateur commença à tourner lentement. Mes yeux s'écarquillèrent de panique. C'est alors que je vis les empreintes sanglantes que j'avais laissées sur la poignée en entrant mon propre sang. Je t'ai trouvé, susurra-t-il, sa voix étouffée par la porte métallique. La porte s'ouvrit brutalement. Je jaillis du congélateur comme un ressort, utilisant le plateau de métal comme un bouclier improvisé. Victor se jeta sur moi, son couteau sifflant dans l'air et entaillant mon bras. Une douleur aiguë me traversa, mais l'adrénaline la transforma en carburant. Je hurlai et lui assénai le plateau en plein visage de toutes mes forces. Il recula étourdi un instant, et j'en profitai pour continuer ma course. Je trébuchai en sortant dans la zone des clients, remarquant la traînée de sang que laissait mon bras blessé. Mon regard se posa sur la cafetière industrielle, qui fumait encore sur l'une des tables.
Quand Victor s'approcha de nouveau, j'attrapai la carafe en verre et lui jetai le café brûlant en plein visage. Il hurla, un cri déchirant, portant les mains à son visage brûlé. J'empoignai un pied de chaise, cassé au sol, sans doute à cause de ma propre chute, et je lui frappai le genou d'un coup sec et brutal. J'entendis un craquement affreux, et il s'effondra au sol, en hurlant de douleur. Il fallait que je sorte d'ici. La porte principale était en vue, mais elle semblait verrouillée. L'adrénaline embrouillait mes pensées, mais je me souvins du panneau de « sortie de secours » à côté de la porte. Utilisant le pied de chaise comme bélier, je frappai la vitre protégeant le bouton d'alarme jusqu'à la briser. J'appuyai sur le bouton et une alarme stridente se déclencha, emplissant le café d'un hurlement assourdissant. Victor, malgré son genou fracassé et son visage brûlé, se redressa en boitant. Son visage déformé par une fureur bestiale, il courut après moi, alors que je luttais avec la barre de la sortie de secours. Elle céda enfin, et je me précipitai dans la nuit noire et pluvieuse, criant, appelant à l'aide à plein poumon. J'entendis ses pas traînant derrière moi, alors que je courais désespérément sur le trottoir détrempé. L'air froid et la pluie me giflaient le visage. Je n'osais pas me retourner, je courais, je hurlais. Ma voix se perdait dans le fracas de la tempête. La dernière chose que je vis, avant que l'obscurité ne m'engloutisse, fut la silhouette de Victor, arrêté sur le seuil du Starbucks, reculant dans l'ombre de l'intérieur, comme une bête blessée qui se retire après avoir échoué à capturer sa proie. Je me réveillais désorienté dans un lit d'hôpital, le bras bandé, l'esprit encore confus et traumatisé. Plus tard, la police m'informa que, lorsqu'ils étaient arrivés au Starbucks, le lieu était vide. Il n'y avait aucune trace de Victor. Il s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Mais la terreur, elle, ne m'avait pas quitté. Un résidu glacé dans mes veines. Je savais qu'il était toujours là dehors, quelque part, et que notre macabre partie n'était peut-être pas terminée. Alors, si un jour tu travailles seul pendant un service de nuit et que tu entends frapper désespérément à la porte, quelqu'un suppliant qu'on le laisse entrer, souviens-toi de mon histoire. Réfléchis à 2 fois avant d'ouvrir. N'ouvre pas cette porte, car le cauchemar pourrait attendre juste de l'autre côté, prêt à commencer son jeu avec toi. C'était la nuit de mon anniversaire, et la fête tourbillonnait. Autour de moi dans un vacarme et une agitation qui m'était insupportable. Je m'appelle Paula, j'avais la tête lourde, sur le point d'éclater, et une nausée persistante nouait mon estomac. Je désirais désespérément le silence, une échappée au vacarme de la musique et au rire, forcés qui résonnaient comme des coups de marteau dans mes tempes. Je me sentais piégé, étouffé par cette célébration que j'étais censé apprécier. Je portais une robe rouge moulante, un choix que je regrettais maintenant, car elle me faisait me sentir inconfortablement exposé, vulnérable. Ma mère, avec les meilleures intentions du monde, m'avait dit que j'étais ravissante, que c'était le moment de me lâcher et de profiter de la vie. « T'es majeur maintenant, tu peux boire et t'amuser comme les adultes. » Elle plaisanta, mais ces mots, loin de m'encourager, ne firent qu'aggraver mon malaise, résonnant dans mon esprit comme une moquerie cruelle. Une pensée sombre et troublante commença à germer dans ma tête. Une étrange association avec le sang que ma mère évoquait, si légèrement dans le contexte de l'alcool. Je désirais une autre forme de libération, une vision du rouge qui s'écoule, une purge symbolique de mes insécurités. De l'autre côté de la salle, Vanessa, ma soi-disant meilleure amie, m'appela avec un sourire éclatant. Pour les autres, elle paraissait sincèrement chaleureuse, mais moi, je percevais quelque chose de plus insidieux sous la surface. Peut-être une forme de moquerie à mes dépens, un mépris à peine voilé. Je secouai la tête, refusant son invitation à rejoindre son cercle joyeux. Je ne me sentais pas capable d'affronter sa perfection apparente, sa facilité à s'amuser, qui ne faisait que souligner davantage ma propre détresse. Tandis que je l'observais évoluer parmi les invités, je me rappelais avec amertume à quel point tout semblait plus simple pour elle. Elle était belle, populaire, toujours entourée de monde, et possédait une assurance que je lui enviais profondément. Et puis il y avait David, son petit ami à l'université. David, il représentait ma seule et unique petite victoire dans notre compétition silencieuse.
Le seul garçon qui, jusqu'à présent, avait montré un véritable intérêt pour moi, pas pour elle. Mais ce soir-là, une révélation que Vanessa m'avait faite auparavant pesait sur moi comme du plomb, allumant en moi une rage sourde. La fête atteignit l'un de ses sommets lorsque quelqu'un annonça que c'était l'heure de la piñata, une tradition familiale qui, bien qu'elle contienne normalement des sucreries, semblait ce soir-là chargée d'une tension étrange, comme un funeste présage. Carlos, un des garçons du groupe, s'approcha et m'embrassa furtivement sur la joue, un geste amical que je remarquai à peine, perdu dans mes pensées sombres. Ce fut Vanessa qui se proposa de me bander les yeux. Au début, l'idée me parut presque amusante, une distraction bienvenue. Mais alors qu'on me guidait maladroitement et qu'on me plaçait la batte entre les mains, l'atmosphère changea. Je sentis le poids de tous les regards posés sur moi, l'expectative suspendue dans l'air. Je m'avançai à tâtons vers ce que je supposais être l'endroit où pendait la piñata. Je levai la batte, sentant l'énergie collective de la salle. Des rires étouffés, des encouragements nerveux. Le premier coup manqua, sifflant dans l'air tendu, mais le son me poussa à continuer. À chaque mouvement, une sorte de fureur irrationnelle. Une énergie longtemps réprimée commença à affluer en moi. Je frappais encore et encore, me laissant emporter par l'élan, libérant la frustration accumulée. Les impacts se succédaient, et peu à peu, je sortis de ma transe pour réaliser que le son avait changé. Ce n'était plus le bruit sec du papier mâché. C'était quelque chose de plus mou, de plus humide. Le coup suivant heurta une résistance différente, et je sus, avec une certitude glaciale, que j'avais franchi un seuil irréversible. Tout se teinta de rouge. La salle explosa en cris, mais pas de joie ou d'encouragement. Des cris de pure horreur, d'incrédulité. Lorsque je baissai enfin la batte et que le bandeau tomba de mes yeux, la réalité me frappa avec la force d'un marteau. Vanessa gisait à mes pieds, son visage méconnaissable, son corps inerte dans une flaque de sang qui s'élargissait. Une vague d'adrénaline traversa mon corps, mais ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était une étrange euphorie, troublante, une sensation de libération, de pouvoir absolu enivrante. « Joyeux anniversaire à moi-même !» murmurai-je intérieurement, m'éloignant lentement du corps mutilé. Ce sentiment de contrôle, d'avoir repris les rênes d'une situation qui m'oppressait, me fit me sentir plus vivante que jamais. Je levai les yeux vers la foule pétrifiée. Leurs visages étaient figés dans une expression de choc et de terreur. Mon regard croisa celui de David. Il était d'une pâleur extrême, son effroi palpable. Il savait. Il comprenait ce qui venait de se passer, la profondeur de mon geste. Je lui adressai un léger sourire et sentis que l'atmosphère dans la pièce se densifiait, devenait oppressante, comme l'air saturé juste avant un orage électrique. Je réfléchis à la signification de ce jour, de cet instant. Si je ne pouvais pas contrôler les circonstances de ma vie, au moins pouvais-je contrôler ce qui se trouvait devant moi. M'y accrocher avec une force brutale. Je regardais les autres invités, leurs yeux exorbités, certains figés par la peur, d'autres avec des expressions de terreur absolue. « Bon, on continue la fête ou quoi ?» demandai-je en tentant de faire sonner ma voix de façon désinvolte, détachée même, si je savais que c'était une mascarade grotesque. Mes paroles flottèrent dans un silence de mort, lourd, contre nature. Personne ne bougea, personne ne répondit. L'air était chargé d'incrédulité et de peur. Ils espéraient réellement que je pourrais faire comme si rien ne s'était passé, balayer l'horreur d'un simple sourire. Les lumières de la fête semblaient clignoter avec moquerie, et la musique, autrefois vibrante, n'était plus qu'un écho lointain et macabre. La confusion était tangible. Alors Carlos, le garçon qui m'avait embrassé plus tôt, fit un pas en arrière. Son visage était un mélange de dégoût et de terreur. Il me voyait désormais pour ce que j'étais. Un monstre. Non, c'est pas possible, balbutia-t-il, les yeux écarquillés, reflétant l'angoisse d'être témoin de l'impensable. Sa réaction provoqua en moi un rire sombre et guttural qui s'échappa de ma gorge. Un son que je ne reconnus pas comme venant de moi, incontrôlable. La peur que je vis dans ses yeux me procura une perverse sensation de satisfaction. « Excusez-moi un instant », dis-je à l'audience pétrifiée en me dirigeant calmement vers la salle de bain. Je n'eus pas besoin de me regarder dans le miroir pour savoir à quoi je devais ressembler.
La folie dans mes yeux, le sang sur mes mains semblait chaud, presque vivant. En le voyant briller sous la lumière tamisée, je ressentis une vague de puissance que je n'avais jamais connue auparavant. Je retournai dans la salle. La fête était morte. Le vacarme, la musique, la joie feinte, tout avait été remplacé par un silence tendu. Des regards d'horreur et de confusion, les murmures commencèrent à se propager comme un virus. Le désir de fuir, d'échapper à ma présence, était palpable dans l'air. « Mais c'est mon anniversaire », déclarai-je, ma voix légèrement tremblante, trahissant ma façade de calme. « Je suis censé en profiter, non ?» Alors que les ombres s'allongeaient dans la pièce et que la nuit avançait inexorablement, je compris que ce n'était pas seulement la fin de Vanessa, mais aussi un nouveau départ pour moi. C'était la fin de Paula, l'insécure, la fille qu'on éclipsait et qu'on piétinait. Désormais, j'étais autre chose, une force avec laquelle il fallait compter. Et tandis que la panique brisait enfin les chaînes du choc et que les gens commençaient à bouger, moi, à essayer de s'enfuir, je sus avec certitude que je ne regarderais plus jamais en arrière. C'était un jour de travail apparemment normal, à ceci près que j'étais de fermeture ce soir-là. Je m'appelle Luis, j'étais derrière le comptoir du Starbucks, préparant mécaniquement des boissons, même si, pour être honnête, je n'avais pas besoin de caféine ce jour-là. La journée avait commencé par une dose inattendue d'adrénaline qui me maintenait en alerte depuis les premières heures. J'avais eu une altercation avec une femme qui avait tenté de voler sa commande. La confrontation, bien que tendue, m'avait curieusement laissé plus réveillé et énergique que d'habitude. Après cet incident, j'avais décidé d'éviter ce Starbucks pendant quelque temps. Finalement, j'y étais revenu. Et heureusement, je ne croisais plus jamais cette femme. J'espère sincèrement que son comportement n'a pas causé davantage de problèmes à d'autres clients ou collègues. Cela fait presque 10 mois que je travaille chez Starbucks, en parallèle de mes études, en tant qu'employé à temps partiel. Mes horaires sont assez variables, allant des ouvertures aux fermetures, selon les besoins du magasin. Notre établissement est situé dans une zone commerciale très fréquentée, un lieu sans rien de particulièrement remarquable, mais où j'ai accumulé de nombreuses expériences. Cependant, une histoire en particulier, survenue il y a quelques mois, est restée gravée dans ma mémoire à cause de la terreur pure qu'elle m'a inspirée ce jour-là. Comme je l'ai mentionné, j'étais de fermeture. Nous commencions vers midi, et comme la boutique fermait à 8h30 du soir, nous nous attendions au flux habituel de clients. En général, les après-midi étaient calmes, à l'exception de quelques étudiants qui venaient utiliser le Wi-Fi, lire ou travailler sur leurs ordinateurs portables. L'activité augmentait généralement, entre 4h et 5h de l'après-midi, avant de diminuer considérablement vers 7h30, laissant le local presque vide à l'heure de la fermeture. Les premières heures de ce service se déroulèrent sans incident. Avec la monotonie habituelle des clients allant et venant, certains bavardant gaiement, d'autres absorbés par leurs écrans. Mais vers 5h30 de l'après-midi, un homme attira mon attention. Il portait une barbe fournie, avait un air négligé et une calvitie naissante. Ses vêtements étaient amples, et il se déplaçait dans le café avec une nervosité rapide, presque erratique, comme s'il cherchait quelque chose, sans savoir quoi. Son errance constante dans le magasin était étrange, et devint encore plus inquiétante lorsque je le vis tourner en ronde, s'approchant de plusieurs tables occupées. À un moment donné, il s'arrêta pour parler à des clients, mais je ne pus entendre la conversation depuis mon poste. Je continuais mes tâches, mais bientôt, je commençais à entendre des murmures parmi les clients. Plusieurs exprimèrent leur malaise et leur inquiétude face au comportement de cet homme étrange. Je le cherchais du regard et je le trouvais assis seul à une table, observant les autres avec une intensité dérangeante. Certains clients murmuraient entre eux que le type leur demandait de l'argent ou qu'on lui offre une boisson. L'atmosphère devenait tendue. Après en avoir brièvement discuté avec ma collègue de service, je décidai d'intervenir, même si l'idée me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas comment il pourrait réagir. Je pris une grande inspiration, sortis de derrière le comptoir, et me dirigeai vers la zone où je l'avais vu pour la dernière fois. Mais quand j'arrivai à la table, il n'y était plus. Je balayai le café du regard, le cherchant.
Ne le trouvant pas, je supposais qu'il était parti. Je ressentis un soulagement temporaire. La tranquillité toutefois ne dura pas. Il devait être entre 19 heures et 20 heures. Nous n'étions plus que 4 dans le local, mes collègues et moi. Nous avions commencé les tâches de nettoyage avant la fermeture, en attendant que les derniers clients partent. Finalement, l'horloge marqua 20h30 et nous fermâmes les portes. Le local était désormais désert. Dans le cadre de la routine de fermeture, je sortis nettoyer les toilettes. Je remarquai que la porte de l'un des cabinets individuels était verrouillée de l'intérieur. Normalement, nous gardons les portes fermées quand les toilettes ne sont pas utilisées. Le souvenir de l'homme étrange me revint en mémoire avec une secousse désagréable. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Un instinct primitif me hurlait qu'il était là-dedans, caché. Je frappai à la porte à plusieurs reprises. « Bonjour, il y a quelqu'un ? Nous allons fermer. » Silence. L'absence de réponse intensifia mon mauvais pressentiment. Je frappai à nouveau, plus fort cette fois. Le silence qui suivit était dense, chargé d'attente, presque menaçant. Et alors, cela se produisit. La porte des toilettes s'ouvrit brusquement, violemment, et l'homme étrange surgit à toute vitesse dans ma direction tel un projectile. Il n'y eut pas de place pour réfléchir, seulement pour réagir. Je criai et courus dans la direction opposée, fuyant par pur instinct. Mes collègues, alertés par le cri et le fracas, virent la scène, moi courant comme un dératé et l'homme me poursuivant. Je courus comme une âme traquée sans me retourner. Je sortis du Starbucks à toute allure, franchissant la porte principale pour atteindre le parking. Ce n'est qu'alors que je me permis un coup d'œil rapide par-dessus mon épaule. L'homme était à peine à quelques mètres derrière moi, gagnant du terrain. La panique me donna des ailes. Je traversai le parking sombre, l'adrénaline battant sauvagement dans mes veines. Je n'avais pas de destination précise, juste l'impérieuse nécessité de m'éloigner, de trouver un endroit sûr. Je ne m'arrêtais que lorsque j'atteignis un supermarché tout proche, encore éclairé. Je franchis les portes automatiques en courant, le cœur battant dans ma gorge. En passant le seuil, je regardais de nouveau derrière moi. L'homme n'était plus là. Il avait cessé de me suivre quelque part dans le parking. L'inquiétude, cependant, ne me quittait pas. Alors que j'essayais de reprendre mon souffle et de calmer mes nerfs dans le rayon des céréales, mon téléphone sonna. C'était ma collègue. Sa voix était agitée, inquiète. « Oh, tu vas bien ? Tu es où ?» Je lui expliquai brièvement ce qui s'était passé. La rencontre dans les toilettes, la poursuite. Elle me dit qu'ils avaient déjà appelé la police. « Non, s'il te plaît, reste là où tu es jusqu'à ce que les agents arrivent. Ne reviens pas seul. » me supplia-t-elle. Je la remerciai pour son inquiétude, me sentant un peu plus en sécurité en sachant que de l'aide était en route. J'attendis dans le supermarché jusqu'à ce que je reçoive un nouvel appel, confirmant que la police était arrivée au Starbucks. Avec une extrême prudence, je décidai de retourner sur place. Je marchais lentement, scrutant chaque ombre, chaque recoin, craignant que l'homme ne ressurgisse de nulle part. Quand j'arrivais, je vis la voiture de patrouille garée devant la boutique. Je parlais aux agents, leur racontant l'expérience terrifiante. Ils me demandèrent de rester calme et m'assurèrent qu'ils patrouilleraient dans le secteur à la recherche du suspect. Après avoir parlé à la police, je retournai dans le magasin pour terminer les tâches de fermeture avec mes collègues. Nous étions tous visiblement secoués, nerveux, mais au moins nous étions ensemble et pour le moment en sécurité. Ce service de fermeture est devenu l'une des expériences professionnelles les plus terrifiantes de ma vie. Un rappel glaçant que l'inattendu peut rôder dans les lieux les plus ordinaires et que parfois, la véritable horreur ne vient pas dans une tasse de café fort. Je m'appelle Dr Samuel Reyes et à mes 52 ans, je regarde en arrière une vie autrefois définie par la chirurgie reconstructive. C'était une profession qui me captivait, à un mélange subtil d'art, de science et, je l'admets, une pointe de vanité. Depuis l'adolescence, l'idée de modeler, de transformer l'apparence physique des gens, exerçait sur moi une étrange fascination. Peut-être qu'au fond de mon inconscient sommeillait un discret complexe de « Dieu », mais à l'époque, je croyais sincèrement que mon travail apportait quelque chose de positif au monde. La majorité de mes patients, rétrospectivement, semblaient mus par une insécurité profonde.
une obsession de correspondre aux standards de beauté imposés par la société. Je pensais souvent que ce dont ils avaient véritablement besoin, ce n'était pas d'un scalpel, mais d'une thérapie, une manière de se réconcilier avec leur propre image. Pourtant, mon métier ne se limitait pas à satisfaire des désirs esthétiques superficiels. J'avais aussi l'opportunité d'exercer mes compétences pour reconstruire, réparer les ravages physiques causés par des accidents ou des actes de violence. Il y a un cas dont je me souviendrai toujours avec une fierté teintée d'amertume. Un homme dont l'ex-épouse, dans un geste de dépit cruel, lui avait jeté un produit chimique au visage, provoquant des brûlures dévastatrices. Pendant une année entière d'interventions complexes et méticuleuses, nous avons réussi à restaurer une grande partie de ses traits. Voir sa gratitude, sa confiance retrouvée face au miroir, était la plus belle des récompenses, le moteur véritable de mon engagement. Mais tandis que ma vie professionnelle prospérait, ma vie personnelle s'effritait lentement. J'ai épousé Béatrice aux alentours de mes 35 ans. Au début, notre relation était idyllique, emplie de promesses et de rêves partagés. Avec le temps cependant, Béatrice développa une obsession maladive pour son apparence, une insatisfaction chronique qui empoisonna notre quotidien. « Samuel, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose à mes lèvres. Je veux les avoir comme cette actrice célèbre. » me suppliait-elle sans cesse. J'ai tenté de la raisonner, de lui assurer qu'elle était magnifique telle qu'elle était, qu'elle n'avait nul besoin de changer quoi que ce soit. Mais mes mots glissaient sur elle sans jamais l'atteindre. Elle refusait d'écouter, agrippée à ses insécurités. Cette conversation devint un refrain douloureux et récurrent dans notre foyer. Son insistance, sa fixation sur des défauts imaginaires commencèrent à m'irriter profondément, érodant peu à peu ma patience et mon amour. Il arriva un moment où ses plaintes constantes sur son physique devinrent insupportables. Puis un jour, je reçus un appel qui bouleversa tout. C'était Andrés, le frère de Béatrice. « Samuel, tu dois venir. Il est arrivé quelque chose à Béatrice. » « me dit-il d'une voix empreinte d'une urgence glaciale. « Elle va bien ? Que s'est-il passé ?» demandai-je, la gorge nouée par la panique. « Non, Samuel, elle est à l'hôpital. Tu ferais mieux de venir tout de suite, » répondit-il évasif. Il me donna le nom d'une clinique de chirurgie plastique et mon pire pressentiment commença à prendre forme. À mon arrivée, Andrés m'attendait à la réception, le visage sombre, confirmant mes craintes. Béatrice avait mené à bien ses projets. Elle s'était soumise à l'opération, tant désirée dans mon dos. « Elle est têtue, Samuel », y confessa Andrés avec résignation. « L'intervention s'est mal passée. On dirait un masque », ajouta-t-il, ces mots comme des lames dans ma poitrine. Je ressentis une vague de rage, d'impuissance et de chagrin. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Conduis-moi à elle, le suppliai-je. En entrant dans la chambre, la vision me frappa de plein fouet. Béatrice était assise sur le lit, sanglotant, sans retenue. Son visage était devenu une caricature grotesque de ce qu'il avait été. « Regarde-moi, Samuel, je suis horrible. » sanglota-t-elle en me voyant. Je ne savais quoi dire, comment la consoler. « Ne t'inquiète pas, nous allons arranger ça. Nous allons poursuivre ces incompétents. » l'assurai-je, bien que dans le fond, je savais que les dégâts étaient profonds, peut-être irréversibles. Son visage exprimait non seulement la douleur physique, mais aussi l'angoisse et le regret d'être tombé dans le piège de la vanité. J'ai tenté de lui offrir un espoir. J'ai pratiqué plusieurs chirurgies correctrices, adouci certains traits déformés, mais j'étais conscient que je ne pourrais jamais lui rendre sa beauté naturelle perdue. À partir de ce moment-là, Béatrice sombra dans une profonde dépression. Son monde devint obscur. Elle se comparait sans cesse aux images idéalisées qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, nourrissant sa haine de soi et ses jalousies. Elle commença à s'isoler, à chercher refuge dans l'alcool, à sortir seule la nuit dans une tentative, désespérée d'échapper à son reflet dans le miroir, à cette nouvelle réalité douloureuse. Un jour, le téléphone sonna. C'était la police. Béatrice avait eu un grave accident de voiture. Elle conduisait sous l'emprise de l'alcool. La nouvelle me dévasta. Son visage, déjà marqué par la chirurgie ratée, avait été à nouveau défiguré par l'impact. C'était le coup de grâce.
Mon monde s'effondra totalement. La culpabilité me rongea comme un acide. Mes nuits devinrent un supplice, peuplées de cauchemars récurrents. Dans mes rêves, Béatrice m'apparaissait, non pas comme la femme que j'avais aimée, mais comme un spectre grotesque, un visage difforme, muet, qui me reprochait silencieusement mon rôle dans sa souffrance et son tragique destin. Une nuit particulièrement noire, je me réveillais en sursaut, trempé de sueur froide, le cœur affolé. La pièce était plongée dans l'obscurité. J'essayais d'allumer la lumière, mais l'interrupteur restait inerte. Aucune lampe ne répondait. La panique commença à m'envahir. Juste au moment où j'étais prêt à céder à cette obscurité oppressante, une lumière faible, vacillante, émana du salon. Le cœur battant, je me levai et suivis cette lueur incertaine. En arrivant dans le salon, ce que je vis me glaça le sang et coupa ma respiration. Là, baignée d'une lumière dorée et apaisante, se tenait Béatrice. Mais ce n'était pas la Béatrice défigurée de mes cauchemars. C'était celle que je gardais en mémoire, son visage intact, serein, magnifique. « Oui, Samuel, c'est bien moi », il dit sa voix douce et harmonieuse, résonnant dans le silence nocturne. « J'ai trouvé la paix, Samuel. Mais avant de partir, je dois te demander quelque chose. Abandonne la chirurgie reconstructive purement esthétique, consacre ton talent à la médecine conventionnelle, à la vraie guérison. C'est la seule façon pour toi aussi de trouver la paix, ta propre rédemption. Fais-le pour toi, Samuel. Je te promets que tu te sentiras mieux avec toi-même. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi, tandis que sa silhouette lumineuse s'estompait lentement, se dissolvant dans l'air jusqu'à disparaître complètement. Je restais là tremblant, sans savoir si j'avais vécu un rêve d'une intensité troublante, une hallucination née du chagrin et de la culpabilité, ou bien une véritable visite de l'esprit de mon épouse. Mais le message était limpide. Il me fallait un changement radical. Je pris la décision la plus difficile de ma carrière. J'abandonnais la pratique privée orientée vers l'esthétique. Je réorientais ma trajectoire professionnelle et commençais à travailler dans une clinique de médecine générale, traitant des maux communs, promouvant la santé et le bien-être d'un point de vue différent. J'appris à valoriser la santé globale de mes patients d'une manière que la chirurgie esthétique ne m'avait jamais permis. Repartir à zéro ne fut pas aisé. Il fallut de l'humilité, des efforts. Mais jour après jour, je sentais une minuscule graine de paix germer lentement en moi, comme Béatrice me l'avait promis.